blanc se relève, ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'ai franchi la chambranle, à bout de force et mentalement exténué. La porte s'est refermée derrière moi, et j'ai réalisé où je me trouvais. J'étais dehors, non pas dehors comme dans la 5e salle, mais bel et bien dehors. Mes yeux me piquaient, j'avais envie de pleurer. Je suis tombé à genoux, j'ai voulu laisser les larmes couler, mais je n'y arrivais pas. J'étais finalement sorti de cet enfer. Je ne me souciais même pas du prix que j'étais censé recevoir. Je me suis retourné, et je me suis aperçu que la porte que je venais de franchir n'était autre que la porte d'entrée. Je me suis dirigé vers ma voiture, et je suis rentré chez moi, pensant à prendre une bonne douche en arrivant. Alors que je m'approchais de ma maison, je me suis senti mal à l'aise. Les joies de sortir de Noen House s'étaient estompées, et une terreur sourde grandissait en moi. J'ai tenté de me rassurer. Ce n'était peut-être qu'un contre-coup de cette expérience éprouvante. J'ai franchi le seuil, et je me suis dirigé aussitôt vers ma chambre. Sur mon lit, m'attendait mon chat, Baskerville. C'était le premier être vivant que je croisais de toute la nuit. Je me suis approché pour le caresser. Il a alors feulé, tendant les griffes vers ma main. J'ai reculé, surpris. Il ne se comportait jamais comme ça avec moi. Sur le moment, j'ai juste mis ça sur le compte de son grand âge. Je suis entré dans la cabine de douche, et je me suis préparé pour ce qui serait sûrement une nuit sans sommeil. Après la douche, je suis allé à la cuisine, dans l'idée de me faire à manger. J'ai descendu les escaliers, et je suis passé devant le salon. Ce que j'ai vu, cependant, restera marqué au fer rouge dans ma mémoire. Mes parents étaient étendus sur le sol, nus et ensanglantés, mutilés au point qu'ils étaient à peine reconnaissables. Leurs membres avaient été tranchés et se trouvaient alignés aux côtés de leur corps. Leurs têtes, tranchées également, avaient été posées sur leur poitrine, me faisant face, souriantes, comme s'ils étaient contents de me voir. J'ai chancelé sous le choc, pris de nausée. J'ai rendu mon dernier repas sur le sol et me suis écroulé à genoux, sanglotant. Je ne savais pas ce qui avait pu se passer. Ils ne vivaient même pas avec moi à l'époque. C'est là que je l'ai aperçu. Une porte qui n'aurait pas dû être là. Une porte frappée d'un grand 8, tracée avec du sang. J'étais toujours dans la maison. Je me trouvais dans mon salon, mais j'étais dans la 7e pièce. Le sourire qu'affichaient mes parents s'élargissait à mesure que je le réalisais. Ce n'étaient pas mes parents. Ça ne pouvait pas être eux. Mais ils leur ressemblaient beaucoup trop. La porte était de l'autre côté de la pièce. Les corps placés entre elle et moi. Je savais que je devais continuer. Mais sur le moment, j'avais abandonné. Les visages souriants me mettaient à terre. Ils se délectaient de ma détresse. J'ai vomi une fois de plus, à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et puis, le bourdonnement est revenu, plus fort que jamais. Il enveloppait entièrement la chambre, faisant trembler les murs. Le bourdonnement m'ordonnait d'avancer. J'ai lentement continué à marcher, me rapprochant de la porte et des corps. Je tenais à peine debout, et plus je m'approchais de mes parents, plus je voulais en finir. Les murs tremblaient maintenant si fort qu'ils semblaient sur le point de s'effondrer. Mais les visages n'avaient pas cessé de me sourire. J'étais maintenant tout près d'eux, et je pouvais voir leurs yeux suivre mon déplacement. J'étais maintenant entre deux, à 1 ou 2 mètres de la porte. Les mains tranchées de mes parents se joignirent en travers du tapis, sans que les têtes ne me quittent des yeux. Une terreur nouvelle s'est emparée de moi, et j'ai pressé le pas. Je ne voulais pas entendre leur voix et me rendre compte que c'était bel et bien celle de mes parents. J'ai vu leur bouche qui commençait à s'ouvrir, et leurs mains se rapprocher de mes chevilles. Dans un élan désespéré, je me suis précipité sur la porte. Je l'ai ouverte d'un coup, et j'ai claqué derrière moi. 8e salle. C'était bon. Après ce que je venais de vivre, aucun doute. Cette maison ne pourrait rien me faire subir que je ne saurais pas traverser. À moins que la baraque me confronte directement aux flammes de l'enfer, elle ne pourrait plus m'affliger une épreuve à laquelle je n'étais pas préparé. Malheureusement, je sous-estimais grandement les capacités de Noen House. Malheureusement, les choses sont devenues plus dérangeantes et plus indescriptibles encore dans la 8e salle. J'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu dans cette pièce. Encore une fois, c'était une copie conforme des 3e et 6e salles.
à ceci près qu'un homme était assis sur la chaise habituellement vide. Après quelques secondes à essayer de nier ce que je voyais, j'ai finalement accepté. L'homme qui se tenait au centre de la pièce, c'était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait. C'était moi, David Williams. Je me suis approché, je devais voir ça de plus près. Quand bien même, j'étais sûr de moi. Il a relevé la tête, et j'ai remarqué que ses yeux étaient humides. Pitié. Pitié, pas ça. Ne me faites pas de mal. Pardon? Qui êtes-vous? Je ne vais pas vous faire de mal. Si. Tu vas me faire du mal. Et je veux pas que tu me fasses du mal. Il s'est recroquevillé sur sa chaise et s'est mis à se balancer d'avant en arrière. Un spectacle d'autant plus pathétique que c'était moi en tout point. Écoutez-moi. Qui êtes-vous? J'étais maintenant à 1 mètre de mon double. C'était l'expérience la plus bizarre que j'avais faite jusqu'à là. Dans cette chambre, à me parler à moi-même. Qu'est-ce qui... Tu vas me faire du mal. Tu vas me faire du mal. Je sais que tu veux sortir, alors tu vas me faire du mal. Pourquoi dites-vous ça? Calmez-vous, ça va aller, d'accord? Essayons de clarifier les choses et... Puis je l'ai aperçu. Le David, qui était assis devant moi, portait les mêmes vêtements que moi, à l'exception d'une pièce de tissu rouge cousue sur sa chemise. Un œuf blanc brodé dessus. Tu vas me faire du mal. Tu vas me faire du mal, pitié, non. Ne me fais pas de mal. Mes yeux n'arrivaient pas à se détacher du nombre brodé sur sa poitrine. Je savais parfaitement ce que ça voulait dire. Les premières pièces étaient simples et directes, mais les suivantes sont devenues de plus en plus ambiguës. Le 7 était apparu sur le mur, mais c'était moi qui l'avais tracé. Le 8 était écrit avec du sang, au-dessus des corps de mes parents. Mais le 9 était apposé sur une personne bien vivante. Et puis, c'était une personne qui me ressemblait, trait pour trait. David? Oui, tu vas me faire du mal. Tu vas me faire du mal. Il continuait de se balancer en sanglotant. C'était moi, dans les moindres détails, jusqu'à sa voix. Mais ce 9... J'ai marché nerveusement devant lui, tandis qu'il sanglotait. Sans vraiment comprendre comment, j'ai su que gratter les murs ne me mènerait à rien. Il n'y avait pas de porte de sortie. Et comme dans la 6e salle, la porte d'entrée avait également disparu. J'ai examiné les murs et le plancher autour de la chaise, y passant la tête, pour voir si rien n'était caché dessous. Malheureusement, c'était le cas. Sous la chaise se trouvait un couteau. Une note l'accompagnait. Pour David, de la part de la direction. J'ai senti mon estomac se nouer en lisant ces mots. J'avais envie de vomir. Prendre ce couteau était la dernière chose que je voulais faire. Sur la chaise, les sanglots de David étaient maintenant incontrôlables. Mon esprit tourbillonnait dans un fouillis de questions sans réponse. Qui l'avait posé là? Et comment connaissait-il mon nom? Sans compter qu'en même temps que je m'agenouillais sur le froid plancher, j'étais assis sur une chaise à pleurnicher, terrifié à l'idée du traitement que je me réservais. C'était trop pour moi. La maison et ceux qui la tenaient s'amusaient à me faire souffrir depuis des heures. Pendant un moment, mes pensées se sont dirigées sur Peter, et je me demandais s'il était arrivé si loin dans l'épreuve. Si c'était le cas, s'il s'était retrouvé face à un Peter Terry implorant sa pitié, sur cette même chaise, se balançant convulsivement d'avant en arrière. J'ai chassé ces pensées de ma tête. Ce n'était pas important. J'ai pris le couteau, et au moment même où je l'ai touché, l'autre David s'est calmé. David, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levé, empoignant fermement le couteau. Je vais me sortir de là. David était toujours assis, mais il était parfaitement calme à présent. Il a levé les yeux vers les miens, avec un petit sourire. Je n'aurais pas su dire s'il allait se mettre à rire, ou se jeter sur moi pour m'étrangler. Lentement, il s'est levé de sa chaise et m'a fait face de toute sa hauteur. La scène était profondément dérangeante. Sa taille et même sa posture me correspondaient exactement. Je sentais le manche du couteau dans ma main, et j'ai resserré mon étreinte dessus. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec, mais j'avais le sentiment que j'allais en avoir besoin. Très bien. Sa voix était devenue un peu plus grave que la mienne. C'est moi qui vais te faire du mal. Je vais te faire du mal, et je vais te garder ici, avec moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste rué sur lui, le taclant pour le mettre à terre. J'étais sur lui, ma lame tendue vers le bas, prête à frapper. Il m'a regardé, terrifié. C'était comme si je me regardais dans un miroir. Puis, le bourdonnement est revenu. Faible,
lointain, même si je le sentais au plus profond de mon propre corps. David regardait vers moi, tandis que je regardais vers lui. Le bourdonnement s'est rapproché, et j'ai senti quelque chose se rompre en moi. D'un geste, j'ai abattu le couteau sur sa poitrine, et j'ai élargi la plaie vers le bas. Toutes les lumières sont éteintes, et je me suis senti tomber. L'obscurité autour de moi était telle que je n'en avais jamais vu jusqu'ici. La 4e salle était sombre, mais loin d'être aussi sombre que les ténèbres qui m'engouffraient ici. Passé un temps, je n'étais même plus sûr de tomber. Je me sentais comme si je ne pesais plus rien, enveloppé dans le noir. Une profonde tristesse s'est abattue sur moi. Je me sentais perdu, seul, déprimé, prêt à en finir. La vision de mes parents m'est revenue. Je savais que ce n'était pas réel, mais je l'avais vu, et je ne pouvais plus l'ignorer. Mon désespoir grandissait sans cesse. Je suis resté dans la 9e salle pendant ce qui m'a semblé des jours. La dernière salle, la fin. Et c'est précisément ce qu'elle était. La fin. Noen House avait une fin. Et je l'avais atteinte. Arrivé là, j'ai abandonné. Je savais que j'allais rester pour toujours dans cet entre-deux, avec les ténèbres pour seule compagnie. Le bourdonnement n'était même plus là pour maintenir mes sens éveillés. J'avais perdu toute perception. Je n'étais même plus conscient de mon propre corps. Je ne pouvais plus rien entendre. La vue m'était totalement inutile ici. J'ai recherché le goût de ma salive dans ma bouche. En vain. Je n'avais plus de corps. Et j'étais totalement perdu. Je savais où j'étais. C'était l'enfer. La 9e salle était l'enfer. Puis, c'est arrivé. Une lumière. L'image d'Épinal, de la lumière au bout du tunnel. J'ai senti peu à peu un sol se poser sous mes pieds, puis le poids de mon corps qui grandissait. Après un moment à reprendre connaissance de mes perceptions et de mes pensées, je me suis lentement mis en marche vers la lumière. Alors que je m'approchais de la source de la lumière, elle a commencé à prendre forme. C'était un riz vertical, le côté d'une porte qui n'était marqué d'aucun chiffre. J'ai lentement poussé la porte, et je me suis retrouvé là où j'avais commencé. Le hall de Noen House. Il était exactement tel qu'il était quand j'ai passé la première porte. Toujours vide et décoré de puérils articles d'Halloween. Après tout ce que j'avais traversé cette nuit-là, je m'entendais encore au pire. Laissant passer quelques instants sans qu'il ne se passe rien. J'ai regardé autour de moi à la recherche du moindre détail étrange et j'ai fini par apercevoir sur le guichet une enveloppe blanche portant mon nom. Curieux, mais toujours prudent, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un feuillet manuscrit. David Williams, félicitations. Vous êtes arrivé au bout de Noen House. Veuillez accepter ce prix en gage de votre exploit. À jamais vôtre, la direction. L'enveloppe contenait 5 billets de $100. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'ai ri pendant ce qui m'a semblé des heures. Je riais quand je suis retourné à ma voiture. Je riais sur la route vers chez moi. Je riais pendant que je me garais ma voiture dans l'allée. Je riais pendant que je tournais la clé dans la serrure. Et je riais quand j'ai aperçu le 10 gravé sur la porte d'entrée.